Bienvenue, professeur Jaffa Lekel. Merci Rachid, merci de ton invitation. Merci de l'avoir accepté, sans hésiter, sans hésitation une fois de plus. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive et spécialiste en maladies infectieuses. Et c'était important aussi pour moi, pour nous en tout cas, de vous recevoir pour ce premier débat de rentrée. Merci beaucoup, merci à l'Info en face. Je crois que vous êtes avant-gardiste et c'est important qu'on explique un certain nombre de choses et qu'on tous nous jouions notre rôle. Jaffa Lekel, professeur Jaffa Lekel, aujourd'hui la situation, on a vu un communiqué hier soir. Voilà, reconfinement de Casablanca, dans un premier temps. Oui, la situation est très sérieuse. La situation aujourd'hui a imposé un certain nombre donc de restrictions. Je préfère dire restrictions plutôt que reconfinement. Effectivement, la situation a imposé aux autorités de prendre un certain nombre donc de mesures qui, hélas, on aurait souhaité qu'elles ne soient pas mises en œuvre, mais la situation épidémiologique explique un certain nombre de choses. On va en discuter. On va effectivement rentrer dans le détail du détail, mais pour vous, le qualificatif, situation inquiétante, situation alarmante, situation où on doit avoir, je sais pas, peur Moi, je pense de ce qui se passe ou... Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Je pense que la situation est préoccupante, elle est sérieuse, il faut la prendre avec le sérieux qu'elle mérite, mettre en place les mesures qui s'imposent, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. La peur et l'angoisse, la psychose, c'est la pire des choses qui peut arriver dans des situations de crise sanitaire. Quand on voit un communiqué adressé un dimanche soir à 22h, est-ce que ça ne s'est pas fait pour alimenter l'angoisse, la peur et la crainte en même temps pour celles et ceux qui se sont réveillés ce matin? Écoutez, moi, je ne sais pas sur quels critères on s'est basé pour prendre cette décision. Moi, je respecte, comme vous savez, je suis un légaliste, je respecte les décisions du gouvernement, mais je voudrais comprendre quels sont les arguments épidémiologiques par rapport, encore une fois, à l'école et aux enfants, etc., qui justifient cette mesure. Je ne sais pas, mais en tout cas... Explosion des cas, par exemple, de cas Covid plus à Casablanca, oui, selon le ministre de tutelle, qui justifierait, entre autres, la décision de reconfiner en tout nous cas avons eu Casablanca, beaucoup de cas, durcir les mesures. Tout à Casablanca, aujourd'hui, il y a eu plus de 900 et quelques cas hier, mais encore une fois, il faut bien comprendre que la prévalence donc de la maladie, c'est-à-dire de la Covid-19 au sein de la population d'enfants et de jeunes enfants n'est pas du tout alarmante. La situation de la prévalence est faible. Par contre, l'incidence, donc les cas qui existent dans la population de façon générale à Casablanca, a explosé pour différentes raisons dont on connaît les facteurs. On va y revenir aussi pour les facteurs, mais restons sur la rentrée scolaire. Oui. Le fait que les pouvoirs publics, le ministre de la Santé, aient décidé de surseoir à la rentrée scolaire. Je ne sais pas si c'est le ministre de la Santé ou si c'est le ministre de l'Éducation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas de l'exécutif. Voilà, c'est un communiqué du gouvernement. Il n'y a pas de rentrée scolaire. Je crois que, encore une fois, peut-être qu'ils ont des arguments que nous n'avons pas, que je respecte. Mais vous, en tant qu'épidémiologiste, est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir une montée, en fait, une croissance des cas, parce qu'on a franchi un nouveau palier, on a plus de 2000 cas, dont un peu plus de 800-900, rien que sur Casablanca, agglomération, parce qu'on a eu aussi cette information. Est-ce que pour vous, c'était largement suffisant pour décider de surseoir à la rentrée scolaire? Je crois que les éléments épidémiologiques concernent la population générale et ne concernent pas les enfants ou les adolescents, les petits-enfants. Je crois qu'il y a des milliers de cas dans d'autres pays, des milliers de cas, et qui n'ont pas imposé le report de la rentrée scolaire ou de la rentrée universitaire. Mais par contre, encore une fois, on revient sur le même débat que nous avons eu ici sur ce plateau. Ce sont des choses qui se planifient à l'avance en fonction des données épidémiologiques. Lorsqu'on sait qu'il va y avoir une explosion en post-déconfinement, eh bien, on adopte les mesures donc nécessaires, et particulièrement sur le plan scolaire. Parce que l'impact, vous l'imaginez Rachid, l'impact psychologique, l'impact social, économique, etc., va être important. Je crois bien sûr qu'il faut préserver la santé des citoyens, et particulièrement de nos enfants et de nos adolescents. Mais je ne sais pas si les critères épidémiologiques seuls ont justifié cette mesure, je n'en sais rien. Vous dites, il faut savoir anticiper, c'était prévisible ou en tout cas c'était à prévoir. Est-ce qu'effectivement la montée en charge des cas et des nouveaux cas, y compris à Casablanca, était prévisible? Oui, tout à fait. C'était prévisible. Je crois qu'il y a toujours de l'impondérable. Il faut être honnête intellectuellement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser mais il y a un certain nombre donc de facteurs. Mais c'est un pourcentage qui n'est pas élevé. Par contre, nous pouvons prévoir lorsque nous savons quel est le comportement d'un certain nombre donc de personnes dans la
population qui ne respecte pas des mesures barrières ou des mesures de distanciation physique, lorsqu'il y a une augmentation du nombre de dépistages, lorsque nous connaissons le pourcentage donc de positifs ou de vrais négatifs ou de faux négatifs dans une population, nous pouvons à l'avance et en toute sérénité, il faut le faire avec calme, avec sérénité, sans créer la psychose, de planifier à l'avance un certain nombre donc de mesures. Ce qui est important, comme on l'a dit, c'est de permettre à notre système de santé d'être réactif et résilient. Et ce n'est pas en créant un sentiment donc de peur ou de psychose qu'on va régler la situation. Par rapport juste à la rentrée scolaire, avant d'aller sur d'autres aspects, professeur Jaffa-Lekel, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui auraient préféré que la rentrée scolaire soit différée à janvier, par exemple? Vu les données, les critères, les chiffres, les tendances un petit peu... Non, je crois que il faut un pourcentage très élevé de présentiel, un faible pourcentage de non présentiel. C'est ce qui était prévu, 80-20. 80-20, moi ça me semble correct, ça me semble raisonnable, et je crois que aujourd'hui on ne peut pas dire que seul, encore une fois, et en toute modestie, en toute sincérité, vraiment je le dis avec sincérité, je n'ai pas d'autres éléments en ma possession. Les seuls éléments en ma possession, c'est des données épidémiologiques, et les données épidémiologiques aujourd'hui auraient pu, à mon sens encore une fois, à gérer la situation par rapport à la rentrée scolaire d'une autre façon. En tout cas, pour vous, on aurait pu laisser la rentrée scolaire se faire comme elle devait se faire. Attention, oui. Avec les mesures, attention. Ce qui était prévu par les établissements. Les mesures d'accompagnement, les mesures barrières, les mesures de distanciation physique et les mesures de port de masque, le cas échéant, de lavage de mains. Donc, toutes les mesures d'accompagnement pour protéger la santé de nos enfants, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont pas en ma possession, qui justifient la décision? Ça, je le respecte. Est-ce qu'il y avait la crainte, peut-être pour les pouvoirs publics, ou en tout cas ceux qui ont rédigé au niveau de l'exécutif ce communiqué, de voir l'explosion de foyers dans des écoles? Et que se sont dit, mais surtout, on a explosion des cas, et demain, on risque en tout cas d'avoir une explosion. D'abord, ce que nous savons sur le plan scientifique, ce que nous savons sur le plan scientifique, c'est que l'impact de la maladie sur les petits-enfants ou les enfants est moins grave que sur les adultes. Ça, on le sait, d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue médical. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, sur les cas graves que nous avons dans la situation marocaine, ce ne sont pas des cas graves qui sont sur les enfants ou sur les petits-enfants. C'est-à-dire sur les 201 cas critiques et graves que nous avons, il n'y a pas d'enfants. L'enjeu aujourd'hui pour nous, il est plutôt chez les personnes âgées et ceux qui sont porteuses d'une maladie chronique, diabète, hypertension, cancer ou d'autres maladies chroniques. C'est ça l'enjeu pour nous. L'enjeu, il n'est pas... Évidemment, je suis le premier à vouloir défendre et protéger la santé de nos enfants. Mais la santé de nos enfants, elle est physique, mais elle est mentale. La rentrée scolaire était jouable, sauf que dans une école, dans une classe... Professeur Ekel, il y a des enfants, oui, mais il y a également des adultes, parce qu'il y a des instituteurs ou des professeurs. Tout à fait. Donc, est-ce que malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas le risque de transfert de contagiosité? Je veux que nos instituteurs et nos enseignants, qui ont une mission extraordinaire, qui est très importante, soient également protégés. Et dans ces cas-là, il y avait les mesures d'accompagnement, la distanciation, bien sûr, la distanciation physique de nos enseignants, que nos enseignants soient protégés, d'abord, pour qu'ils ne se fassent pas infecter par leurs élèves et que eux-mêmes ne puissent pas transmettre à leurs élèves. Et je crois que il faut faire ça. Je crois que c'est important pour notre système. Et encore une fois, aujourd'hui, l'enjeu majeur pour moi sur la Covid-19 au Maroc, c'est l'enjeu simplement, entre autres, de réorganiser et de façon la plus rapide possible la réactivité de notre système donc de santé. On va y revenir aussi sur la stratégie de diagnostic et la stratégie test de dépistage. Il y a d'autres mesures qui ont été annoncées, en tout cas qui ont été réinstaurées, parce qu'on avait déjà eu un couvre-feu nocturne sanitaire durant la période du Ramadan. Oui. Donc aussi il y a des cafés qui ont fermé beaucoup plus tôt, les restaurants également. Est-ce que tout ça, pour vous, quelle lecture vous faites? Est-ce qu'il y a cohérence, par exemple, quand les pouvoirs publics annoncent la fermeture des écoles, pas de rentrée scolaire, et maintiennent les cafés ouverts, par exemple? Alors, est-ce que là, il y a... Écoutez, le couvre-feu, dans quelle mesure il se justifie? Les couvre-feux, c'est toujours donc des mesures, il faut bien le comprendre, qui sont des mesures transitoires pour éviter tout simplement les contacts humains. C'est ce qu'on appelle les flux populationnels. Il faut les réduire au minimum. C'est une mesure qui s'impose dans tous les pays du monde, et le Maroc le fait, le gouvernement le fait,
c'est normal. On a été les premiers à le faire tout à fait. Au monde il y a 3 mois. Pourquoi Pour éviter les flux populationnels et les contacts humains. Mais ce sont des mesures qui sont transitoires. D'ailleurs, la mesure qui a été faite pour Casablanca est une mesure qui dure 2 semaines, 14 jours, et ensuite les pouvoirs publics verront. Jean-Philippe Leckel, lorsqu'on instaure le couvre-feu, on réinstaure le couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forte circulation des flux importants entre 22h et 5h du matin? Alors, encore une fois, la circulation la plus importante, elle n'est pas entre minuit et 5h du matin. Sauf les week-ends, peut-être, les samedis, les vendredis soirs et les samedis soirs, d'accord? Mais en semaine, pas du tout. En semaine, l'enjeu majeur, il est plutôt entre 20h et minuit. C'est ça l'enjeu majeur. Mais après minuit, les contacts humains sont très faibles. D'où l'interrogation de certains citoyens qui disent pourquoi réinstaurer un couvre-feu de 22h à 5h du matin? Écoutez, je crois encore une fois, et je suis, et quand on veut aussi dans notre acte citoyen et patriote, on veut essayer de comprendre les décisions donc du gouvernement, c'est probablement parce qu'on veut protéger la santé des citoyens, mais je crois que c'est très important d'avoir une vision encore plus globale. Plus globale, effectivement, parce que beaucoup ont eu l'information hier soir, parce qu'il y a un communiqué, puis beaucoup se posent la question de savoir l'efficacité de toutes ces mesures. Durcir, ok, parce qu'il y a explosion des cas et autres, mais en même temps, est-ce que le couvre-feu va permettre de freiner le virus? Est-ce que fermer les écoles va permettre de circonscrire le virus? Est-ce que le fait de fermer les magasins, les commerces de proximité beaucoup plus tôt, est-ce que ça, même si c'est sur une période de 14 jours, ça va permettre de réduire en fait la contagiosité, la transmission du virus? Il y aura un effet, Rachid, mais il est marginal. Je suis honnête de le dire, il sera marginal, il sera pas aussi important qu'on le croit. Par contre, là où je voudrais qu'il faut insister encore plus, et je crois que c'est pas facile pour le gouvernement, je suppose que c'est pas facile pour eux, mais il faut encore plus communiquer, encore plus expliquer, encore plus agir pour que nous ayons des comportements humains de telle sorte à nous protéger au maximum. Et l'enjeu majeur, c'est communiquer et encore plus communiquer. Et je crois que le ministère de la Santé doit jouer ce rôle. Quand vous dites communiquer, c'est communiquer quoi? Communiquer le expliquer fait que à la population qu'elle est indisciplinée, elle est à l'origine de l'explosion des cas Covid+. Parce que c'est comme ça que le message est réceptionné pour ça. Je pense qu'il ne faut pas jeter toute la responsabilité sur la population. Une partie de la population devrait adopter des mesures qui sont de protection personnelle et collective. Nous avons tous. Mais l'enjeu, c'est pas uniquement de communiquer. Ça, c'est important. Il faut communiquer, il faut expliquer. Mais surtout, ce que je voudrais expliquer à certains responsables, en toute sincérité et avec toute la bonne foi, il faut que nous apprenions à vivre avec le virus. Et vivre avec ce virus, c'est-à-dire bien sûr préparer nos différents systèmes éducatifs, de santé, d'autres types de systèmes, et vivre avec ce virus, et non pas essayer à chaque fois de le contrôler avec un certain nombre de mesures, parce qu'on ne le contrôlera pas avec ces mesures. Est-ce que ces mesures de dernière minute démontrent aussi, illustrent le fait qu'on n'a pas préparé en fait la rentrée de manière à vivre, à ce que chaque citoyen vive avec le virus? Ces mesures de dernière minute, quelque peu punitives à l'égard de certains, est-ce que ça traduit pas le fait que vivre avec le virus, en fait, on n'était pas du tout préparé? Je ne veux pas utiliser le terme punitif parce que je suis persuadé, je crois au mon fort intérieur que le gouvernement veut également aider les citoyens et veut protéger la santé des citoyens. Mais néanmoins, il y a 2 secteurs sociaux qui sont cruciaux dans notre pays. Tous les secteurs sont cruciaux, et bien évidemment. Mais la santé et l'éducation sont vraiment au cœur de notre réflexion, de notre politique sociale. Ouais. Et donc, la santé et l'éducation, il aurait fallu encore plus et de façon encore plus importante les planifier de le point stratégique pour qu'ils puissent accueillir nos enfants et accueillir nos patients. Si depuis 6 mois, déclenchement et l'émergence du virus, on a été les premiers, quasiment dans le monde, à réglementer et à rendre obligatoire le port du masque. Tout à fait. À instaurer, on le disait tout à l'heure, à fermer les frontières. Oui, tout à fait. À instaurer la période de confinement, le couvre-feu, à faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune interconnexion entre les villes, avec des barrages filtrants. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en septembre, 6 mois après le virus, on est quasiment dans la même situation, voire situation beaucoup plus pire et dramatique, dans le sens où on a beaucoup plus de cas, beaucoup plus de morts, beaucoup plus de cas actifs qui se baladent avec le virus. Voilà, donc honnêtement, Rachid, je crois que le gouvernement marocain, l'État marocain a été un excellent élève, a très bien fait les choses pendant la première part, je vais dire du 10 mars jusqu'au 10 juin. Honnêtement, peut-être il y a des gens qui vont dire c'était un peu trop tôt. Mais je crois qu'on a voulu protéger j'en suis persuadé, la santé des citoyens. Mais l'efficacité des mesures. Mais l'enjeu majeur n'était pas là, Rachid. On en a parlé chez toi juste après le 10 juin. L'enjeu, c'était il fallait mieux
préparé le déconfinement. C'est-à-dire qu'on l'a mal préparé? C'est-à-dire que le déconfinement, on aurait pu faire mieux. Je n'aime pas utiliser mal préparé. Oui, je ne sais pas, ou pas suffisamment bien préparé. Nous, on fait, toi et moi, Rachid, on veut faire de la critique constructive dans l'intérêt de notre pays. On veut aider au mieux. Et de l'analyse analytique. Et bien sûr, et aider au mieux. Et pour aider au mieux, il faut bien avoir le courage de dire ce n'est pas grave. Eh bien, réorientons les choses. C'est pas honteux de le dire. Il faut le déconfinement, les mesures d'accompagnement avec le déconfinement n'ont pas été suffisamment mises en œuvre, appliquées et préparées. Je ne dis pas que rien n'a été fait, pas du tout. Ce que je dis, c'est que on aurait dû faire encore. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui n'a pas été fait, parce qu'on a vu que les cas ont explosé à partir de fin juillet, début août. Rachid, ce n'est pas grave. Lorsqu'il s'agit d'enjeux de santé des populations, ce n'est pas grave. Si moi, responsable, je dois communiquer 10 fois par jour, eh ben je le fais dans l'intérêt de la santé. C'est pas grave. En tout cas, vous êtes d'accord comme moi, est-ce qu'il faut nécessairement changer de braquet et de stratégie aujourd'hui, tant au niveau de diagnostic que de dépistage? Mais je voulais, vous, en tant qu'épidémiologiste, parce que je le rappelle, un des meilleurs épidémiologistes du pays. Merci de votre compliment. Il y a beaucoup de gens brillants au Maroc. Le pathogène Covid-19 marocain, est-ce qu'il a évolué? Et est-ce qu'on n'a pas vu son évolution? Est-ce qu'aujourd'hui il est devenu plus meurtrier? Il court, il galope de plus en plus. C'est un sprinter. Est-ce que du coup, moi j'ai été surpris qu'on n'ait pas une analyse profonde, technique et scientifique de ce Covid-19, de sa mutation. Est-ce qu'il a muté ces dernières semaines? Alors d'abord, merci pour cette question. Je vais parler, il y a des scientifiques très brillants au Maroc, des hommes et des femmes, secteur public et privé, qui sont excellents. Voilà ce qu'on a analysé. Le virus en tant que tel, c'est pas un virus qui est devenu beaucoup plus virulent qu'avant. On n'a pas de données scientifiques à ce sujet. Même s'il tue plus. Attention. Même si on a plus de morts. Là, non, attention. Oui. Là aussi, il faut bien analyser les chiffres. Deuxième élément. Nous avons plus de décès en valeur absolue. C'est normal parce qu'on a de plus en plus donc de cas. Avant, on avait 40, 50, 100, 200 cas. Là, on a plus de 1000 cas par jour. Et sur les 1000 cas par jour, quand vous avez 32 décès, aujourd'hui, nous sommes toujours à Rachid. Et je suis heureux pour mon pays, on a toujours moins de 2% de létalité au Maroc. On est entre 1,8 et 1,9, parmi les plus bas au monde. Et ça, il faut. Donc on a plus de décès, professeur Chevalier, on a plus en de décès valeur absolue. En valeur absolue parce qu'on a plus de cas. On a plus donc de cas. L'équation, c'est pas parce que je teste plus que j'ai plus de morts. Attention. Plus de cas et plus de décès. Mais j'arrive. Allez-y. On teste plus, on dépiste plus, on a plus de cas et on a plus donc de décès aussi. Pourquoi? En valeur absolue, on a plus de décès, mais en valeur relative, on est toujours à moins de 2%. Mais le troisième élément qui explique encore une fois le nombre de décès, c'est le retard de diagnostic. On a de plus en plus de cas qui arrivent avec des symptômes et dans une situation grave, ce qui n'était pas le cas dans la première période du 10 mars 6 premiers mois et du 10 juin. Et donc, si vous avez plus de cas graves, si vous avez plus de cas qui arrivent en retard diagnostic, vous avez malheureusement plus de chances de décès. Mais en pourcentage... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une défaillance au niveau de l'identification diagnostique des patients supposés ça veut dire, encore une fois, être porteurs du virus. Exactement. Avec une charge virale avancée. Il fallait qu'on explique aux gens, s'il vous plaît, si vous avez des symptômes. Encore une fois, on matraque. Donc ça veut dire, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une légère mutation, transformation du virus, ce que vous avez dit en fait du Covid, mais où on n'a pas... En termes de rapidité de circulation, de retard diagnostique, c'est pas lui qui est devenu plus méchant. On lui a facilité la circulation, on lui a facilité la transmissibilité, et malheureusement également, nous avons une partie des cas positifs qui arrivent en regard au système de santé. Et les médecins ont fait leur travail. Donc c'est le diagnostic. On a pris du retard. On a pris du retard. Sur les symptomatiques, on est bien d'accord? Tout à fait. Sur les symptomatiques, on a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on a passé trop de Rachid, temps? un autre pourcentage, s'il te plaît. Bien sûr. Combien nous avons sur les cas qui sont sous supervision médicale, 15 000 et quelques, combien il y a de cas graves? Vous savez combien? Sur les 15 000 de sous supervision médicale, vous savez combien? 1,2%. Très faible, donc c'est micro. 1,2%. Et ça, c'est encore une fois, il faut qu'on soit calme, Rachid. Il faut qu'on parle avec sérénité, qu'on analyse les chiffres avec sérénité. Il faut être prudent. La situation est sérieuse, mais attendez. Analysons avec intelligence, avec pertinence, avec sérénité. On a 1,8 à 1,9% de létalité, moins de 2%, une des plus faibles au monde. 2, on a 1,2% de cas graves par rapport aux cas sous surveillance médicale. 3, quel est le pourcentage de cas graves sur les cas intubés, ventilés en réanimation soins intensifs? Et il faut féliciter nos réanimateurs au Maroc qui font un travail formidable. Vous savez combien?
Moins que dans les autres pays, moins de 40%. En tout cas, sur les 200 cas graves, je crois qu'il y en a une trentaine qui sont intubés. Et donc, ça fait combien? Mais professeur Jaffal, moi, c'est sur les délais. Parce que là, en fait, pendant les délais, c'est un gros problème. Les 6 derniers mois, c'est un gros problème. On va y revenir, on va y passer du temps là-dessus. D'accord. Je vais tirer votre et exploiter au maximum toute votre expertise dans ce sens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a pris du retard parce qu'on a passé du temps à courir derrière le virus et à prioriser les asymptomatiques plutôt que les symptomatiques, et que c'est pour ça qu'il y a explosion des cas aujourd'hui depuis un mois. Est-ce que c'est la raison principale? Quand on a décidé de dire, écoutez, donc voilà, au début, on a axé la stratégie sur, on prend tout le monde en charge, on hospitalise tous les asymptomatiques et on les traite. Ouais. D'accord. Et puis ensuite est arrivée cette décision. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, asymptomatiques, qui n'avaient pas de signes, et même des gens qui pensent que la Covid n'existait pas au Maroc, à tort, hein. Ils avaient tort, ces gens-là. Et c'est pour ça que même Sa Majesté, dans son discours, a beaucoup insisté là-dessus. Il faut que les gens comprennent que le virus existe au Maroc et que les cas asymptomatiques étaient en pourcentage beaucoup plus élevé à l'époque. Aujourd'hui, lorsque les gens ont compris, on se dit, je n'ai pas envie d'aller me faire hospitaliser, je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher pour aller en milieu de soins ou en milieu d'hospitalisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, même quand ils commençaient à avoir des symptômes, ils l'ont pas déclaré et on a avancé dans l'histoire naturelle donc de la maladie et on s'est retrouvé. Nous, on est sur le terrain, Rachid. On ne fait pas de la théorie, on est sur le terrain, on voit que les gens arrivent plus en retard, avec plus de symptômes, anosmie, agueusie, tout, détresse respiratoire, un certain nombre de signes qui nécessitent aujourd'hui une prise en charge médicale beaucoup plus intense et qui expose nos confrères réanimateurs. Avec un appareil de soins qui soit beaucoup plus flexible. Je vous rappelle que l'intérêt du protocole Rachid, c'est de traiter au début de la maladie. L'enjeu majeur, c'est qu'il faut qu'on traite... C'est-à-dire dès la détection du premier symptôme. Exactement. C'est ça où le protocole marche. Aujourd'hui, le délai chez nous, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des homologues d'épidémiologistes comme vous, néerlandais, qui ont fait une étude, en fait, qui disait qu'il fallait pas dépasser 48 heures. Tout à fait. Entre le moment où on détecte un symptôme et le moment où on a le résultat d'un test. Tout à fait. Et d'un test chez nous, les gens maintenant, aujourd'hui, après le déconfinement, malheureusement, ils arrivent chez nous entre le 6e et le 8e jour. Donc entre 7 et 8 jours. Ils arrivent en retard. Alors qu'il faudrait qu'ils arrivent très vite. Et quand on les traite très vite, on a d'excellents. Le Maroc a d'excellents résultats, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est une stratégie particulière qui a été déclinée par les pouvoirs publics pour s'adapter à cette donne qui est à l'origine de l'explosion des cas? Parce qu'aujourd'hui, on fait des constats, on a des chiffres journaliers sur le nombre de cas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les communiqués, c'est plus de points presse, mais sur les symptomatiques déclarés qui, effectivement, comme vous l'avez dit, ne se déclarent pas, en tout cas, ils restent chez eux quand on est 6, 7, 8 jours, 10 jours, 12 jours, restent un peu dans la nature, ont le temps de contaminer et de transmettre le virus à des dizaines, voire des dizaines de personnes, au moins, voire des centaines de personnes. Est-ce qu'il y a une stratégie étatique des pouvoirs publics à ce niveau-là? Écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur les laboratoires publics. Hein. Vous savez, il y a des laboratoires publics comme l'Institut Pasteur ou l'Institut National d'Hygiène, le CHU, etc. Il y avait pas, au début, il y avait une petite ouverture vers les laboratoires privés. Puis ensuite, vous vous rappelez, ils ont arrêté, laissant uniquement pour les voyageurs. Là, maintenant, ils ont repris. Il y a une pression énorme sur ces labos. Et des fois, Rachid, on constate que malheureusement, les résultats n'arrivent qu'au bout de 3, 4, 5 jours de résultats. Et donc, ça, l'enjeu est majeur. D'abord, un stress psychologique énorme donc sur les patients, comme vous pouvez donc l'imaginer. Et deuxièmement, un risque d'un point de vue épidémiologique. Je crois que il va falloir encore une fois qu'on réfléchisse ensemble, encore une fois, avec calme, avec sérénité, comment mieux organiser et mieux élargir ce dépistage. Et moi, l'enjeu pour moi, il n'est pas chez les jeunes. Mieux élargir ou dépister, tester mieux. Oui, non, mais parce que c'est pour ça que je dis l'enjeu pour moi. Moi, j'ai toujours dit, je souhaite un dépistage ciblé. Un dépistage ciblé. L'enjeu pour moi aujourd'hui, il est chez les sujets, on en a parlé d'ailleurs, chez les sujets âgés et les sujets porteurs de maladies chroniques. Il faut qu'on les dépiste rapidement et qu'on les traite rapidement. C'est ça l'enjeu. Pour les autres, il faut qu'on s'organise d'une autre manière pour pouvoir les dépister. Sans être dans la caricature, il faudrait pas que ce soit les patients qui aillent vers les tests, mais les tests qui aillent vers les patients. Oui, moi je crois. Parce que c'est une logique inversée aujourd'hui, vu la situation sanitaire. Je pense qu'il faut qu'on change de paradigme dans notre tête. Il faut qu'on réfléchisse autrement. D'abord, il faut qu'on comprenne, on va vivre avec ce virus. Malheureusement, on va pas vivre avec lui pendant quelques semaines, c'est probablement pendant quelques mois, ou je ne sais pas, je n'ai aucune idée, quelques mois au moins, voire des années, je n'en sais rien, avec ce virus ou d'autres.
Deuxième élément, il faut qu'on soit dans une stratégie de santé de proximité au niveau local, préfectoral et régional. Que nous allions vers les citoyens et que nous allions faire notre stratégie vers les populations les plus vulnérables, les plus à risque d'abord. Et ensuite adapter cette stratégie de dépister, isoler, traiter vers les autres. Il faut que nous fassions une stratégie en halo. On commence par les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes maladies chroniques, puis ensuite on va vers d'autres groupes de population pour arriver à ceux qui sont moins à risque. Mais en le faisant partout, dans notre pays, par région, préfecture. Est-ce que vous seriez, voilà, aujourd'hui on réinstaure d'ailleurs l'état d'urgence sanitaire, est-ce que vous seriez pour, vous en tant que professeur épidémiologiste, le fait qu'on se dise pendant 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais pas le temps nécessaire, en tout cas le semi-confinement de Casablanca, c'est pour 14 jours minimum, jusqu'à nouvel ordre, je crois savoir, mais qu'on se dise, voilà, pendant 2-3 semaines, on priorise les symptomatiques. Oui. Parce qu'apparemment aujourd'hui, les pouvoirs publics, le ministre de la Santé a peur de la montée en charge des symptomatiques par rapport aux asymptomatiques. Est-ce que là, il y a un enjeu sanitaire à court terme de taille, se dire effectivement, le peu de tests que j'ai, le peu de moyens dont je dispose, je fais un focus, je priorise les symptomatiques. Moi, je suis encore une fois, je suis pour une réflexion sur la priorité, la priorité. Tout citoyen marocain est prioritaire, bien évidemment. Mais aujourd'hui, encore une fois, les symptomatiques et les personnes vulnérables, ça doit être notre priorité. C'est vers eux qu'on doit aller. Et on doit les aider, on doit communiquer, on doit aller vers eux, on doit leur expliquer, on doit dépister, isoler et traiter. Mais attention, pendant que nous faisons ça, il faut en même temps préparer votre système de santé pour qu'ils puissent, le cas échéant, les accueillir et les prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas, créer, excusez-moi Rachid, un besoin sans être capable d'y répondre. Je ne vais pas aller dépister chez les symptomatiques et dire ils sont malades, il faut les prendre en charge, et je n'ai pas comment les prendre en charge. Donc il faut en même temps avoir une stratégie globale et intégrée. Je n'ai pas comment les identifier, sachant que généralement c'est le médecin traitant qui est en première ligne pour identifier les symptômes chez un patient. Tout à fait. Le médecin libéral aujourd'hui, il n'est pas forcément dans la boucle chez nous. Oui, non, il ne l'est plus en tout cas. Il ne l'est plus en tout cas. Il ne l'est plus. Je sais pas lesquels. Et oui, il faut inclure les médecins du secteur privé, les cabinets et les cliniques. Honnêtement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Honnêtement, au niveau de chaque région, ou chaque préfecture, ou chaque commune, j'intègre ensemble le médecin privé, le médecin public, ensemble. C'est-à-dire que pour moi, un cabinet médical devient comme une sorte de centre de santé. Il travaille avec le centre de santé. Attention, avec un certain nombre une formule qui soit intelligente, qui soit sereine et qui soit économiquement viable, mais surtout sanitairement et socialement acceptable. Et je fais le même réseau. Rachid, je fais réseau hospitalier et réseau clinique au niveau de chaque préfecture ou de chaque région. Et donc, faisant ce maillage, je crée un système de santé intégré qui est un système ad hoc qui répond aux besoins de santé des populations à l'échelle préfectorale ou régionale pour lutter contre la Covid, mais également penser aux autres maladies chroniques. Ce maillage que je crée, il est pour toutes les maladies et en priorité la Covid. Ça veut dire que lorsque ça fait... Mais il faut aller descendre sur le terrain, Rachid. Sur le terrain, moi, modestement, pour préparer votre venue, Chafa lesquels je suis descendu un peu sur le terrain, j'ai consulté sans être médecin et encore moins expert, et j'ai essayé pour essayer de comprendre le schéma qui était de vigueur là durant l'explosion des cas Covid. On m'a dit qu'il n'y a pas de médecin traitant libéral. C'est-à-dire qu'en matière de diagnostic, c'était un petit peu à l'arbitrage de l'infirmier qui était en poste dans un hôpital. Mais c'est pas le médecin privé qui ne veut pas. Non, c'est pas le médecin privé qui ne veut pas. Sauf que globalement, c'est une personne qui commence à avoir des symptômes affirmés, visibles, d'accord. Pendant toute cette période, lorsqu'il y a l'explosion des cas, c'était soumis à l'arbitrage et à l'arbitraire d'un infirmier et l'infirmier qui était en poste dans un hôpital. Est-ce que vous confirmez? Moi, c'est des informations que le commun des mortels n'a pas forcément. En fait, moi, je dis qu'il faut impliquer les médecins et les infirmiers du secteur public et privé à travailler ensemble. Ce sont des personnes qui, depuis 6 mois, ce n'est pas le cas. Travail. Ce n'est pas totalement le cas. Ce sont des personnes formidables qui font un travail. Ils sont au front. C'est des soldats, les infirmiers, les médecins du public et du privé. Eh ben, ces soldats. Comment expliquer à ceux qui voient l'explosion des cas Covid? Travaillent ensemble. Comment expliquer aux citoyens marocains qu'il y a il y a explosion des cas Covid. 2, il n'y a pas de rentrée scolaire. 3, il y a durcissement des mesures de précaution. Sachant que dans l'écosystème, le public privé ne travaille pas ensemble, que le médecin libéral n'était plus forcément dans la boucle pour faire le diagnostic avant de passer au dépistage. C'est quand même ahurissant. Oui, c'est ahurissant. Encore une fois, Rachid, si on n'intègre pas le secteur privé dans notre politique de santé
particulièrement pour la Covid, mais également pour toutes les autres pathologies, on ne pourra pas répondre de façon optimale aux besoins de santé de la population. Mieux que ça, je parle de la population de façon générale, mais de façon plus spécifique, aux ramédistes, à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qui n'ont pas accès aux services de santé, aux populations enclavées, aux populations vulnérables. Si on n'a pas, excusez-moi, je vais pas parler d'intelligence émotionnelle, mais je vais parler d'intelligence pragmatique, opérationnelle et de planification stratégique. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on n'organise pas notre système de santé au niveau de chaque région, chaque préfecture, ensemble, public et privé, pour répondre à une crise sanitaire qui nous concerne tous. Pourquoi ça a volé un éclat, ce partenariat? On faisait les débats en mars, avril, mai, juin. Le privé, vous d'ailleurs, vous étiez en première ligne avec vos équipes. Oui, tout à fait. Et on est encore en première ligne. Les médecins on est encore en première ligne. Mais là, on est convaincu qu'on a... Rachid, je le dis encore une fois. Ouais. Cette opposition publique-privée n'a pas de sens lorsqu'on est stratège. Ça n'a aucun sens. Je suis convaincu et je reste convaincu qu'une mission de service public peut être assurée également par le secteur privé. Dans tous les secteurs. Dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans l'industrie. Aujourd'hui, dans la santé, le ministère de la Santé ne peut pas faire toute la mission de service public sanitaire tout seul. Et d'ailleurs, je vous rappelle, Serrachid, que notre ministère de la Santé ne s'appelle pas ministère de la Santé publique. Il s'appelle ministère de la Santé. Donc, ça veut dire... Ça inclut public-privé. Ça inclut nos amis et nos collègues du militaire, ça inclut le public, ça inclut le privé, ça inclut les universitaires. C'est un ensemble. Nous sommes moins de 24 000 au Maroc médecins. Il est crucial et fondamental que les pouvoirs publics réfléchissent, encore une fois, et on est à leur côté, pour que cette magnifique force, parce que c'est une force quand même, les professionnels de santé, une force dans le bon sens du terme, aujourd'hui, au moment de la Covid-19, de les faire travailler ensemble et de les mobiliser. Au moment de la croissance, de l'explosion des cas, et d'essayer de comprendre un petit peu. En tout cas, l'enjeu, est-ce que pour vous, professeur Jaffa Lekel, l'enjeu immédiat, dans l'instant T, c'est de bien identifier les symptomatiques? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les symptomatiques, je répète, dépister, isoler, traiter, mais en priorité, on commence par les symptomatiques. Ceux qui sont asymptomatiques, il faut, encore une fois, avec l'intelligence et avec la sérénité, le calme nécessaire, pour les suivis à domicile, revoir cette stratégie dans le sens de la renforcer. C'est-à-dire que si nous faisons le soin à domicile, il faut le faire avec tout le suivi nécessaire. C'est-à-dire avec le personnel de soins mobilisé et suffisamment nombreux, ce qui là aussi, d'après mes informations, n'était pas forcément le cas. Tout à fait, tout à fait. Il est important que les personnes qui sont asymptomatiques, qui répondent aux critères, que le ministère a fait des critères. Il faut être moins de 65 ans, il ne faut pas avoir de maladie chronique, il faut avoir une chambre aérée, il faut. Tous ces critères doivent être respectés, mais attention, il manque une chose. Il faut qu'il y ait une supervision par un médecin ou par un professionnel de santé régulièrement pour savoir si tout se passe bien. Un vrai suivi. Mais un vrai suivi. Mais en plus de ça, Rachid, il ne faut pas que les gens quittent leur domicile. Pendant cette période de suivi à domicile, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils aillent. Il faut qu'ils respectent le confinement. Il faut qu'ils respectent les mesures barrières. Malheureusement, nous constatons sur le terrain qu'il y a malheureusement des écarts par rapport à ça. Donc il faut encore des écarts parce qu'il n'y a pas un suivi avéré ou des écarts parce que qu'il y a des gens malgré le suivi, mais qui sortent du domicile, ils restent pas, ils restent pas et on le voit, on le constate. Donc il faut encore une fois, je dis, il y a beaucoup d'efforts, Rachid, beaucoup d'efforts ont été faits par l'État marocain, par le gouvernement, beaucoup d'efforts ont été par les professionnels de santé, par vous, les médias. Il faut pas que tout cet effort qui a été salué partout dans le monde jusqu'au 10 juin, que tout cet effort soit vain ou pas suffisamment valorisé. En tout cas, c'est pas trop tard. Professeur Jaffa Lekel, très honnêtement, je me dis au bout de 35 minutes de débat, je me dis ici, parce que les pouvoirs publics, encore même le ministre de la Santé, a un peu pointé du doigt les populations indisciplinées, qui n'ont pas respecté les mesures barrières, donc associé à la croissance des cas Covid+, à un relâchement. Mais il est à noter aussi, à mon avis, et à relever le fait qu'il y ait un relâchement aussi au niveau du partenariat public-privé, au niveau des professionnels de santé. Je pense que c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Et c'est pas normal. Voilà, je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, lancer la balle à la population. Il y a une partie de la population qui n'a pas respecté, qui s'est relâchée. Mais Rachid, les pouvoirs publics, ils l'ont fait. Et il faut les féliciter. Il y a surtout les agents d'autorité. Il faut les féliciter, Rachid. Du ministère de l'Intérieur, les agents d'autorité ont fait un travail exceptionnel. Et même les gens donc de la santé qui font les sujets contacts, qui travaillent derrière et qui font les enquêtes épidémiologiques et de sujets contacts. Mais ce qui est insuffisant, encore une fois, il faut communiquer. Il faut encore s'adresser à la population. Attention, respecter les enjeux, la gravité.
Il faut le faire tous les jours. C'est pas grave, Rachid, ça en vaut la peine. En tout cas, il faut mettre en place, si j'ai bien compris, une police sanitaire d'urgence. En tout cas, vu les décisions qui ont été prises pour reconfiner la capitale économique. Rachid, moi, c'est pas une économie de communiquer tous les jours. Tous les jours, je communique. Tous les jours, je dis, s'il vous plaît, respectez, protégez votre santé, ceux que vous aimez et la population marocaine. Ben, c'est pas grave de le redire tous les jours. S'il faut le redire 100 fois par jour, on le redit 100 fois. Parce que Rachid, on va pas changer l'éducation des gens en quelques jours. En tout cas, il faut leur donner la bonne information. Il faut leur donner la bonne information. La bonne information avec l'analyse qui est nécessaire par des personnes légitimes. Voilà, par des personnes légitimes, s'il vous plaît, et ne pas créer des sentiments de peur ou de psychose. Il faut les éduquer et les aider, les accompagner à changer, et ils doivent changer de comportement pour se protéger les autres. Là-dessus, avant d'aller sur la stratégie, après la stratégie de diagnostic, il faut renforcer, qu'il faut revoir, pour limiter les délais, qui sont les 7-10 jours aujourd'hui, les ramener à 3-4 jours, entre le diagnostic, c'est-à-dire le détection du premier symptôme et déclaration, en tout cas, des il faut résultats pousser les gens test à de aller dépistage. consulter, public ou privé, il faut les pousser à aller consulter. Quand on nous dit qu'aujourd'hui, et ça c'est le ministre de la Santé hier dans un communiqué, que 42% des nouveaux cas sont à Casablanca. Oui. Et Casablanca, agglomération. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire les quartiers périphériques du centre-ville. Ouais, exact. Ça veut dire que c'est les quartiers, par exemple, à Casablanca, Narif, Gauthier, tout à fait. Palmier, Anfa. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que là où il y a une forte densité humaine, c'est-à-dire dans des quartiers beaucoup plus populaires, il y a moins de nouveaux cas Covid+. Non, ce que ça veut dire, c'est simplement que notre stratégie de dépistage qui a été faite sur un certain nombre de zones du territoire, en l'agglomération, il faut toujours comparer par rapport au nombre de dépistages. Le nombre de dépistages qui est fait dans une zone, il faut le rapporter à la densité populationnelle, bien sûr, et il faut aussi, encore une fois, apprendre, je le dis et je le répète, à vivre avec ce virus. Mais est-ce qu'on teste beaucoup plus dans les quartiers dynamiques de Casablanca que dans les quartiers dits populaires avec plus forte densité parce qu'on n'a pas cette information. Bien sûr, donc les dépistages sont différents parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui dépistent dans le secteur privé, il y a des gens qui vont directement à Pasteur, il y a des gens qui vont au CHU, il y a des gens qui vont sous le chapiteau à côté donc de la foire, etc. Et ce qui est intéressant... Mais certains qui sont domiciliés à Casablanca, à Gauthier, et d'autres qui vont être domiciliés à c'est des moments, donc c'est... Tout à fait. Et je vais te dire une chose, j'ai analysé les chiffres de positivité des laboratoires public et privé, et j'ai constaté qu'il y avait des taux de positivité, des résultats qui étaient complètement donc différents, qui allaient, écoute-moi bien, de près de 10% à 24% de positivité entre les différents laboratoires. Parce qu'ils ont des profils de population complètement différents. Vous avez, par exemple, dans certains endroits, c'est surtout les entreprises et certaines agro-industries qui vont aller faire se dépister. Dans d'autres, ce sont les voyageurs. Par exemple, j'ai constaté que les laboratoires qui faisaient les voyageurs avaient un taux de positivité inférieur à d'autres laboratoires qui, eux, recevaient les entreprises. D'accord. Et donc, il faut encore une fois... Donc, il faut affiner. Il faut affiner, analyser. Et analyser les chiffres aujourd'hui, il faut... Je l'ai demandé à plusieurs reprises. Prenons les bases de données que nous avons au Maroc sur la Covid... Analysons-les, faisons un rapport sur la Covid d'un point de vue épidémiologique et médical au Maroc et remettons-le à Monsieur le ministre s'il le souhaite et pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Il est censé avoir les données, non? Oui, mais quand on prend les décisions, il faut les analyser. Mais il faut les analyser. On passe à la stratégie test dépistage, PCR, sérologique, PCR. J'ai cherché partout en préparant l'émission. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a priorisé, nous. Est-ce que c'est le sérologique? Est-ce que c'est le PCR? Non, on a priorisé la PCR. La PCR. La PCR, bien sûr. J'ai vu une circulaire en date du 13 août, il me semble. Cette circulaire, c'est pour le priorisant le sérologique. Non. Je crois qu'à un moment, il y avait une circulaire qui préconisait de faire les tests sérologiques rapides au niveau des centres de santé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Au niveau de tous les centres. Ça a été annoncé, mais encore une fois... Mais pas déployé, forcément. Mais encore une fois, l'idée, c'était quoi? C'était de faire une sorte de triage ou de tamisage au niveau des centres de santé pour ensuite aller faire la RT-PCR. Mais les tests sérologiques rapides, on l'a dit, on l'a répété, et c'est scientifique à travers le monde, ont un intérêt en matière de surveillance épidémiologique et de suivi des cas. Ils n'ont pas d'intérêt dans le diagnostic en tant que tel. Et donc, il vaut mieux privilégier, encore une fois, ce qu'on a appelé, par exemple, un émaillage clinique et scanographique. Vous savez que le scan est un outil qui aide beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, dans la nouvelle stratégie... Apparemment, chez nous, on l'utilise très peu. On l'utilise très peu parce que ça coûte plus cher. Parce que ça coûte plus cher. Mais je crois qu'il faut réfléchir. Je crois qu'il faut réfléchir encore une fois à faire une bonne analyse de coût-bénéfice.
Quand vous faites une stratégie en disant, est-ce que je vais faire les tests sérologiques, ou est-ce que je vais faire la RT-PCR, ou est-ce que je vais rajouter le scanner ou l'examen clinique, je crois que si on fait ce qu'on appelle des analyses coût-bénéfice, on va peut-être s'apercevoir que si on priorise sur des populations qui sont âgées ou qui sont à risque ou vulnérables ou avec des maladies chroniques, peut-être qu'une stratégie d'approche différente, clinico-radiologique ou clinico-PCR ou PCR radiologique, pourrait nous donner des arbres décisionnels pour prendre les bonnes décisions. Que ce soit après le diagnostic ou les tests, on n'a pas de stratégie. On n'a pas de véritable stratégie. C'est ce que ça veut dire, professeur Jean Falécole. En tout cas, moi, c'est ma déduction personnelle. Mais donc, en tout cas, il faudrait qu'on en ait une. Non, moi, en tout cas. D'un côté, je me dis le sérologique, en tant qu'épidémiologiste, vous dites, c'est fait pour surveiller. Oui, la surveillance épidémiologique et le suivi, c'est pas pour le diagnostic. Et c'est bien aussi pour les études épidémiologiques. C'est bien pour les études. Et c'est bien comme complément. C'est ce qu'on dit. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas pour le diagnostic. Donc, c'est le PCR. C'est la PCR. C'est la PCR. Ouais. Partout dans le monde. La PCR aujourd'hui, chez nous, vous avez dit, il n'y a pas forcément de scanner qui est accompagné. Oui. Il n'y a pas forcément de technologie aussi pour affiner, pour être sûr du résultat final. Tout à fait. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a plus de faux négatifs. Oui. Plus de faux négatifs avec la PCR que d'autres outils complémentaires. Il faut bien un truc. Mais à travers le monde, et je pense que le Maroc a bien fait, la PCR reste l'outil fondamental et essentiel pour le diagnostic de la Covid-19 dans le contexte marocain. Sauf que dans le monde aujourd'hui, au bout de 7-8 mois, vos homologues américains, entre autres, disent aussi qu'aujourd'hui, le souci de la PCR et l'insuffisance du test PCR, c'est l'incapacité à avoir des données fiables sur la charge virale. Tout à fait. Présente. Parce que c'est du qualitatif. Ça sert pas forcément à grand chose. Vous avez parfaitement raison. C'est du qualitatif. Ce n'est pas du quantitatif. Le quantitatif, c'est la charge virale. Mais nous savons dans les études aujourd'hui que globalement, au bout du 7e jour de la maladie, la charge virale est censée avoir diminué de façon importante pour que la transmissibilité, je précise bien mes mots, soit la plus faible ou la plus basse possible. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de transmissibilité, c'est que c'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on ne transmet pas. Et je crois que c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer. C'est vrai que plusieurs études ont démontré que lorsqu'on est asymptomatique, notre capacité à transmettre, elle est beaucoup plus faible. C'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas égale à 0. Et quand on est symptomatique, au début, au 3e, 4e jour, eh bien, on a plus de chances de transmettre. Mais ceci, il faut encore le mettre dans une vision globale et surtout de ciblage des populations. Et je répète, le ciblage doit être personnes âgées, maladies chroniques, symptomatiques. C'est ça mon ciblage prioritaire. Et ensuite, j'attaque. Bien sûr, je m'occupe des autres, bien évidemment. Au niveau de la PCR, est-ce qu'on continue ce qu'on faisait ou est-ce qu'il faut changer un peu de braquet aussi? Non, je crois sur le PCR, sur les populations symptomatiques. Je pense qu'il faut la PCR et je pense qu'il faut rajouter avec d'autres outils. Il y a l'outil épidémiologique clinique et l'outil scanographique. La TDM thoracique joue un rôle important partout dans le monde, on le sait. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais je pense qu'il faut faire des algorithmes ou des arbres de décision de telle sorte que nous puissions, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités, Rachid. Les unités mobiles au niveau des régions, il faut y penser. Je crois que grâce à Sa Majesté, on a eu un fonds, un fonds de la Covid, et puis ensuite maintenant un fonds de mobilisation pour redynamiser le sanitaire, le social, économique. Et je crois que cette quantité, j'allais dire entre guillemets, de moyens financiers possibles à mobiliser, il faudra qu'on puisse, de façon encore une fois sereine et pragmatique, l'utiliser au niveau régional et local. Sauf que là, on va devoir remettre en place une double stratégie, à la fois diagnostic et à la fois de test, de dépistage, dans des délais très courts, et avec des moyens limités. Oui, il faut. Parce que là, aujourd'hui, on est tous en stress. Après l'annonce du semi-confinement de Casablanca, qui est la capitale économique, en pleine rentrée scolaire, mais surtout en pleine rentrée économique aussi, parce que beaucoup allaient reprendre le chemin du travail. Donc je veux dire, il faut aller moins de moyens et aller très vite, donc faire bien, donc optimiser au maximum. Au risque de te choquer, Rachid, et je m'en excuse, je m'en excuse, je le dis, je le répète, il faut changer de paradigme. Changeons notre manière de voir les choses. C'est-à-dire, au lieu de dire, il faut que je lutte contre la Covid, que je le stoppe, moi je ferai pas ça. Ce que je dis, je prends la Covid, elle est là, je vais vivre avec, mais je vais la gérer autrement. Et comment la gérer autrement? C'est de dire, écoutez, je vais préparer tout mon tissu social, économique et sanitaire de telle sorte à vivre avec la Covid et avec les autres maladies. Et j'avance. C'est-à-dire aller à l'école et travailler avec le virus. Bien sûr. Mais encore une fois, en mettant en place les mesures de protection de la santé, donc des citoyens. Mais si je dis, je vais tout arrêter, je vais m'occuper de la Covid pour essayer de la stopper et je n'y arrive pas,
Je n'y arrive pas pour plein de raisons. C'est pas parce que c'est la faute du gouvernement, attention. J'y arrive pas, pourquoi? C'est parce que de toute façon les tests de dépistage ne permettent pas d'arrêter, de stopper le Covid. C'est ça la réalité aussi. Et parce que il y a encore une fois une rapidité de diffusion du virus à cause des contacts humains, et parce que malheureusement on ne peut pas confiner tout le monde pendant ad vitam aeternam sur le plan social et sur le plan économique. Et on a vu même les résultats sanitaires ne suivent pas par rapport au confinement. Et je crois encore une fois, je crois que le gouvernement a fait ce qu'il fallait au bon moment. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas grave, Rachid, peut-être, de réfléchir autrement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que, parce que moi, quand je vous écoute, c'est un peu le mal aussi qu'on a au niveau, qui a CLIA, en tout cas au niveau de l'Hexagone. Est-ce qu'on a une santé qui est trop administrée? Administration, santé, administration. Et donc l'absence de réactivité, de flexibilité dans telle ou telle région. Voilà. Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là, sachant que quand on met la carte du monde par terre, au sol, qu'on voit l'explosion des cas et les différentes courbes, on voit que les pays qui ont été les plus performants, entre guillemets, en tout cas pour essayer de juguler la Covid-19, c'est ceux qui étaient avaient des modèles en tout cas beaucoup plus libéraux. Écoutez, encore une fois, on peut pas comparer les systèmes de pays, mais les systèmes politiques, les systèmes sociaux, les systèmes sanitaires sont différents. Mais pour un certain nombre de pays, certains pays, dont je ne citerai pas les noms, comme ça personne ne fera les mauvaises comparaisons, ils sont même pas confinés ou très peu confinés, et ce sont des pays comparables en nombre de nouveaux cas que nous avons tous les jours. L'école a repris, le système sanitaire fonctionne, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas grave de se dire on a une situation épidémiologique qui est sérieuse, il faut qu'on s'en occupe, mais la Covid, elle est là, on va gérer avec, mais en même temps, notre système éducatif, notre système sanitaire, notre tissu économique, on doit lui donner les moyens nécessaires à être redynamisé, et ensuite, la situation va se stabiliser avec le temps, parce qu'en plus, ce qui se passe ces derniers temps, Rachid, c'est qu'on ne s'occupe pas de façon optimale, malheureusement, des autres maladies chroniques et alors que les médecins, aussi bien du public et du privé, font ce qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, attention, qu'on n'ait pas une surmortalité due aux maladies non chroniques dont on ne s'est pas suffisamment occupé. Certains ont qualifié, d'ailleurs, je me souviens, je crois même c'est vous également, que la deuxième vague, en fait, c'était surtout ces maladies chroniques et ces patients dont personne ne s'oppe aujourd'hui. C'est pas, les médecins du secteur privé et public font ce qu'ils peuvent, mais on est tous concentrés sur la Covid, tout le monde est débordé par la Covid, mais quid des autres personnes qui ont besoin de nous? En tout cas, professeur Jaffa Lekel, la montée en charge, on l'a vu depuis un mois, on a franchi un nouveau palier, on est passé de 1000 à 2000 nouveaux cas jour, c'est pas de la deuxième vague. Ça n'a rien à voir avec une deuxième vague. Non, ce qu'il y a à voir, c'est simplement que nous avons, malheureusement, aujourd'hui, les ingrédients ensemble. Au début, on n'avait que 1 ou 2 ingrédients. Il y a ce qu'on appelle donc des facteurs favorisants ensemble qui ont créé un effet multiplicatif. Quand vous mettez un facteur tout seul ou un autre facteur tout seul, ils peuvent agir chacun de leur côté et on arrive mieux à les maîtriser. Mais lorsque vous avez des facteurs qui se conjuguent ensemble, on a ce qu'on appelle des effets multiplicatifs en épidémiologie, et donc explosion de cas est difficile à gérer et à maîtriser. Quand j'ai plus de stratégie ou que je n'ai plus de stratégie adaptée, quand j'ai une forme de démobilisation, c'est pas qu'il y a pas de après un confinement à rallonge, ça c'est des facteurs je crois qu'effectivement, c'est pas qu'il n'y a pas de stratégie, stratégie adaptée. Voilà, de stratégie adaptée. J'ai dit bien stratégie adaptée. Tu as parfaitement évolution il faut qu'il y ait une stratégie de l'agent pathogène et pas forcément de stratégie adaptée. C'est pour ça que je parlais de flexibilité et d'économie peut-être de décision. Et il faut penser la santé. Il faut penser la santé sur le plan régional. Rachid. Oui. Il ne faut pas que ça soit centralisé. D'avoir loupé la régionalisation ou d'avoir pris du retard au niveau territorial, au niveau politique, au sens noble du terme, peut-être qu'on le paye cher au niveau sanitaire aujourd'hui. Mais vous, comment vous voyez l'avenir? Court terme, demain, après-demain, on est passé à 2000 cas jours. Est-ce que ça va? Écoutez, d'abord, une chose, je pense que ce n'est pas trop tard. Je l'avoue, moi, je suis de nature un peu optimiste. Vous l'avez toujours constaté. Heureusement, quand on est médecin, un peu optimiste. D'accord. Là, je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet pour être honnête. Je pense que c'est pas trop tard, mais je crois honnêtement, et encore une fois, avec le calme, la sérénité et tout l'amour que j'ai pour mon pays, pour ce métier, il faut qu'on repense les choses autrement. C'est important. Professeur Jaffa Lekel, de manière très directe. C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est passé de 1000 à 2000 nouveaux cas jour en moins de 2 mois, est-ce qu'on peut passer à 3000 cas? Selon vous, 3000 cas, 4000 cas. Si le système donc de santé ne peut pas être résilient et réactif,
Oui. Si notre stratégie donc de dépistage, elle n'est pas un petit peu réajustée, j'allais dire, ça peut être le cas. Mais je crois qu'encore une fois, les efforts sont faits, tout le monde est mobilisé. Mais peut-être que l'enjeu n'est pas dans l'objectif. Je vous le dis. Le gouvernement, le ministre de la Santé, ils ont de beaux objectifs, ils ont des objectifs de nature à protéger la santé des populations. J'en suis convaincu, ils veulent faire le meilleur pour le pays. Néanmoins, je crois, encore une fois, et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, peut-être que les moyens, la méthode, les mesures d'accompagnement pour arriver à ces objectifs, peut-être qu'il faut les réajuster. Voilà. En tout cas, les aligner. Les réajuster ou les adapter, c'est pas grave. Est-ce que aujourd'hui, pour le professeur Jafar Ekel, est-ce qu'on est submergé par le virus? Oui, tout à fait. On est débordé. On est débordé. On est débordé, mais c'est pas trop tard, Rachid. Ah non, on est débordé. On est capable. Je crois que, j'allais dire, la force, l'intelligence marocaine, la capacité du pays avec ses femmes et ses hommes, je crois que on est capable donc de le faire. Maintenant, je crois qu'il faut, je le répète encore une fois, c'est la 3e fois, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme. En tout cas, ce durcissement, les mesures qui ont été prises, les nouvelles mesures d'ailleurs. Je crois qu'elles sont prises parce que il faut trouver. Pour 14 jours d'ailleurs. Parce que on revient à la notion de quarantaine, là, les fameux 14 jours. Ça, c'était hier, ça. Mais je sais. C'est plus adapté. Je sais, tout à fait. C'est vous l'expert, mais je me dis, mais on est... Tout à fait, mais on essaye de trouver une solution et on se donne, parce que se donner 3-4 jours de confinement, ça sert à rien. C'est se donner un peu de temps pour réfléchir. Moi, je veux essayer de soutenir et d'aider au maximum le gouvernement et ce qu'il fait, et nous devons tous aider. Tant que nous pouvons. Mais il faut aussi qu'on dise, attention... Épidémiologiste, 14 jours, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en septembre 2020, ça ne veut plus rien dire. Non, ça avait du sens en mai. Ça avait du sens. On est en train de parler d'un point de vue épidémiologique. Je suis pas en train de parler d'un point de vue sécuritaire ou social. Épidémiologiste. Tout à fait. Ça n'a plus de sens. Non. Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réfléchir encore une fois. Autrement, pourquoi? Parce que la positivité d'un cas et son risque de transmettre à d'autres personnes, il faut gérer autrement. Il faut gérer autrement et vivre avec le virus. Un mot sur le protocole thérapeutique, Écoutez, honnêtement, on reste, le Maroc est resté et a bien fait. Vous avez vu les dernières données belges. Vous avez vu les dernières données belges qui encore une fois montrent l'intérêt. Au Maroc, nous avons continué. Ça, c'est la Belgique et la France qui en tout cas le comité scientifique français, qui s'apprête à poursuivre le professeur Didier Raoult en justice. Voilà, le conseil de l'ordre. Écoutez, donc moi, chaque pays souverain, je respecte. Encore une fois, la seule chose que je peux dire, c'est que sur les un peu plus que 70 000 cas au Maroc, 95% ont eu le protocole thérapeutique et nous avons de très bons résultats. Est-ce que c'est dû uniquement à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine? La réponse est non. Et est-ce que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ont probablement contribué de façon importante, ce qu'on appelle le risque attribuable? La réponse est oui. Est-ce que notre génétique, est-ce que la rapidité du diagnostic, est-ce que le dépistage, est-ce que notre prise en charge, il y a d'autres facteurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, dans le contexte marocain, n'a pas eu une valeur ajoutée. Non, elle a eu une valeur ajoutée. Maintenant, quel est ce pourcentage de valeur ajoutée? Ça reste à définir. Intellectuellement, scientifiquement, je ne peux pas y répondre complètement. Sur les vaccins, on a vu que, on s'est associé aux Chinois. Oui. Voilà, donc il y a des c'est une très bonne chose que le Maroc. Troisième phase d'essai je clinique. pense que c'est très bien que le Maroc ait fait ça. C'est très très bien. Je crois que, encore une fois, et j'espère qu'il y aura des résultats. J'espère qu'il y aura un vaccin rapidement. J'espère qu'il sera efficace ou efficient. J'espère qu'il y aura une innocuité. J'espère qu'il pourra être donné en priorité aux pays qui n'ont pas les moyens. J'espère que le Maroc va pouvoir en bénéficier. J'espère beaucoup de choses. Est-ce que vous espérez, professeur Jafar Ekel, que ce vaccin, lorsqu'il sera trouvé, qu'il soit maroco-chinois, qu'il soit russe, parce que je veux dire que les Russes sont très avancés aussi, ou américains, parce que Monsef Slaoui, peut-être d'ici la fin de l'année, a donné s'est exprimé là-dessus. Est-ce que vous souhaitez aussi qu'il soit obligatoire? Écoutez, on peut pas. Il y a tout un débat. Moi, je suis, encore une fois, et je prends ma propre responsabilité. Moi, je suis un fervent défenseur de la prévention primaire. Et la vaccination, c'est de la prévention primaire. On a sauvé des millions d'enfants marocains grâce à la vaccination et à travers le monde également. C'est vrai qu'il y a des polémiques sur un certain nombre donc de vaccins. Ce qu'il faut s'assurer, c'est simplement
de l'efficience et de l'innocuité, qu'il n'y ait pas de danger ou d'effet indésirable. C'est, encore une fois, c'est comme pour un médicament. Hein. Pourquoi il ne faut pas se brancher sur le vaccin? Même les médicaments ont des effets indésirables et qu'on découvre. Qu'on a pu constater au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Exactement. On dit que c'est la même chose pour le vaccin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, de mettre un vaccin sur le marché? Rachid, si quelqu'un venait aujourd'hui dire qu'il y a un vaccin avec risque zéro, il ne serait pas honnête intellectuellement. Il n'y a pas de risque zéro. Il y aura toujours un petit risque. Mais quand on réfléchit, comme pour la pandémie de la Covid, il ne faut pas réfléchir individuellement. Il faut réfléchir collectivement, santé communautaire et santé publique. Si nous avons une vision de santé publique et une santé communautaire, eh bien, la stratégie qui est le meilleur coût-efficience à travers le monde, hein, sur le plan des pathologies, c'est la vaccination, il faut le reconnaître. Quand vous prenez le coût-bénéfice de la vaccination de l'hépatite, ou de la méningite, ou de la fièvre jaune, ou de l'hémophilus influenzae, ou du pneumocoque, par rapport au traitement ou par rapport au non-vaccin, il n'y a pas photo. Clairement, le vaccin a donné des résultats, avec, évidemment, il y a des effets indésirables, évidemment. Il y a des conséquences, évidemment. Mais par rapport aux bénéfices... Il peut y avoir des conséquences surtout dramatiques. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je ne peux pas l'exclure, malheureusement. Dernière petite question, parce qu'en fait, il y a dans quelques semaines, en tout cas, c'est la grippe aussi, le virus de la grippe ordinaire. Tout à fait, grippe saisonnière classique. Grippe saisonnière classique, au même moment. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le vaccin de la grippe saisonnière, c'est un vaccin annuel. Alors que quand vous avez d'autres vaccins, par exemple pour la fièvre jaune, c'est 10 ans. Pour la méningite, c'est 2 ans. Pour l'hépatite, c'est aussi 10-15 ans. Par contre, pour la grippe saisonnière, c'est 1 an. Vous savez qu'on vaccine chaque année. Est-ce que, pour la Covid-19, ça sera un vaccin qui va nous protéger 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? J'ai pas de réponse. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un vaccin qui peut nous rendre plus vulnérables également? Je n'en sais rien. C'est la grande inconnue là aussi. Je n'ai pas de réponse. C'est pour ça qu'encore une fois, Rachid, si tu peux aider, toi en tant que média, si le ministère continue à communiquer encore plus, agissons sur ce qui va nous coûter le moins cher et qui peut nous aider. Distanciation physique, j'aime pas le terme distanciation sociale, physique, le port du masque, le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques, l'eau et le savon, l'hygiène, le mieux et le autrement vivre ensemble. Le mieux et autrement vivre ensemble. On est capable de le faire. C'est pas parce qu'on fait de la distanciation physique qu'on ne s'aime plus socialement. On peut vivre en société. La société marocaine est extrêmement solidaire. Il faut continuer ça, mais on peut s'aimer, mais avec une distance physique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation épidémiologique qui nous impose, sur le plan économique, social et sanitaire, de respecter des mesures barrières, parce que sinon, le prix à payer sera trop cher. Mais on le voit déjà avec le semi-confinement de Casablanca, capitale économique. On voit déjà que le prix, la facture risque d'être salée. Tout à fait. Surtout si ça dure. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci à toi et merci de ton invitation. Merci en tout cas à vous, Jafar Lekel, avec qui nous a fait le loisir, la latitude et qui nous a donné cette possibilité de relancer le concept d'émission de débat L'Info en face, saison 3 avec Jafar Lekel. C'était important, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste en maladies infectieuses. Merci à vous pour tous ces éclairages sur ce fameux communiqué que certains encore sont. Je souhaite le meilleur pour mon pays et soutenons le gouvernement autant que nous pouvons. Et c'est pas grave, encore une fois, d'ajuster le tir. C'est pas grave, parce que ça en vaut la peine pour la santé de nos populations. Et de dire ce que j'ai fait hier n'est plus forcément adaptable aujourd'hui. Tout à fait, et c'est pas grave. Le Covid du mois de mars ou avril, Covid marocain, n'est plus le même forcément aujourd'hui, qu'il va falloir ajuster Tout à fait. Dans le bon sens et dans l'intérêt de notre pays. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Et à très vite. À très vite. Au revoir.